C'était des millions de touristes américains qui traversaient la frontière pour venir au Canada et qui venaient le plus souvent faire un tour à Montréal. Parfois pour aller justement dans les maisons de jeu et même dans les bordels. Il y avait des bordels de luxe qui étaient fréquentés par des ministres, alors qu'il y avait beaucoup de petites maisons toutes modestes qui étaient en fait des appartements où il n'y avait aucun intérêt pour la décoration. Comme aujourd'hui, mais c'était encore plus peut-être diversifié parce qu'il y avait une centaine de maisons closes qui étaient concentrées dans le Red Light. Et à cette époque, disons que les industries criminelles étaient encore plus visibles et ça causait encore plus de scandales qu'aujourd'hui. Ce qui m'a particulièrement surpris de cette époque-là, c'est justement la façon dont les gens se sont organisés et ont financé une enquête publique presque à coût de 5 $ ou de 2 $. Et dans les années 50, il y avait une vie associative assez forte pour que les citoyens puissent se liguer et se mobiliser et réussir à financer une enquête, ce qui serait, il me semble, difficilement concevable aujourd'hui. Attention, c'est chaud. Santé. Yves. Mathieu Lapointe, vous êtes chercheur à l'Université McGill en histoire du Québec. Vous avez écrit un des rares livres sur la corruption dans les années 40 et 50 à Montréal. Dans votre livre, vous parlez surtout du Red Light, c'est-à-dire des sortes de ghettos pour le vice. Oui. Et vous dites qu'il y a plusieurs ghettos qui s'érigent un peu partout dans le monde, surtout au 19e siècle, et qu'au début du 20e siècle, il y a un mouvement de contestation qui mène à la fermeture de la plupart des Red Lights en Amérique du Nord. Oui. Oui, et donc ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement progressiste aux États-Unis. C'est une grande vague de réformes sociales et morales qui prend son envol, je dirais, dans les années 1890 et qui va culminer dans les années 10 et 20 avec notamment la prohibition aux États-Unis après la Première Guerre mondiale. Et l'un des grands combats des progressistes aux États-Unis, c'était le combat contre la prostitution, qui était vu comme une sorte de symbole de tous les problèmes de la société industrielle, la nouvelle société urbaine qui est en train de se développer. C'est l'époque où les villes nord-américaines se développent à une vitesse folle. Et donc, la prostitution est vue comme le grand symbole, le grand symptôme aussi de cette croissance effrénée, de ce capitalisme débridé. Et donc, les progressistes vont s'attaquer très fort à la prostitution et à la tolérance de la prostitution par les autorités policières qui avaient tendance à justement rassembler la prostitution dans des red lights, qui étaient souvent des quartiers proches des gares, et proche des quartiers chinois aussi, parce que les politiques d'immigration racistes des États-Unis et du Canada faisaient que seuls les hommes chinois pouvaient venir travailler au pays, ne pouvaient pas amener leurs épouses, ne pouvaient pas fonder de famille. Et on les parquait un peu dans des Chinatown, et souvent les red lights se développaient dans ces quartiers-là un petit peu miteux du centre-ville, près des gares. Et on essayait un petit peu de ségréguer la prostitution dans cet espace-là pour que le reste de la société ne soit pas contaminé. Et donc, les red lights sont fermés les uns après les autres aux États-Unis, oui. Mais à Montréal, le red light survit après la Première Guerre mondiale. Il y a eu un mouvement de nettoyage, justement, après la Première Guerre mondiale, un comité des 16, une sorte de comité citoyen inspiré de comités semblables qui avait été fondé à New York, à Chicago,
Par contre, ce comité-là était constitué surtout de gens de l'élite anglo-protestante. Il y avait peut-être aussi des anglo-catholiques, mais c'était surtout un mouvement anglophone. Il y avait peu de francophones dans le mouvement. Et à ce moment-là, à cette époque-là, la politique était vraiment dominée par des politiciens populistes francophones qui représentaient un peu la classe ouvrière et qui s'opposaient souvent justement à ces réformistes anglo-protestants. Et donc, il y avait cette opposition entre les populistes et entre certains politiciens et juges libéraux francophones et les réformistes anglo-protestants va faire en sorte que le mouvement des années 20 n'aboutira pas au nettoyage du Red Light. On appelle ça le Red Light. C'est pour une raison particulière. Traditionnellement, c'était un quartier où on mettait des lanternes rouges au-dessus, ou des lumières rouges au-dessus des maisons qui étaient des maisons de prostitution. Et tout ça, là, ce système de lumière rouge, ça indique à la police où aller faire des arrestations, finalement. Pour que le Red Light ait survécu pendant aussi longtemps, il faut qu'il y ait eu une collaboration entre la police et les bordels. Oui. Puis ça, c'est assez clair que la police laissait faire. Évidemment, dans les moments où il y avait une mobilisation policière contre ça, la police faisait souvent plus de descentes à ce moment-là, quand il y avait une population qui se scandalisait. Et il y avait aussi, les statistiques. Il faisait beaucoup de descentes, mais souvent ces descentes-là étaient organisées de façon à être plus ou moins efficaces. C'est-à-dire que, par exemple, on faisait une descente, mais on n'arrêtait pas tout le monde, ou on avertissait discrètement la tenancière qui faisait sortir ses filles les plus populaires et laissait une ou deux personnes pour se faire arrêter. La tenancière elle-même, la patronne, ne se faisait jamais arrêter. Elle faisait arrêter quelqu'un à sa place, donc qui était une tenancière de paille. Il y avait tout un système comme ça, où il y avait même un système de fausses adresses où les maisons étaient subdivisées en faux appartements et lorsqu'il y avait une descente dans la maison, et ça s'appliquait aussi aux maisons de jeu, on pouvait dire que c'était au 448B de la rue Sanguinet, par exemple, et donc le juge, lorsque le juge demandait la fermeture de la maison et la pose d'un cadenas sur la porte, bien, le cadenas pouvait être mis sur la porte d'une chambre ou la porte d'une salle de bain ou une armoire de cuisine. Là, tout s'est vu dans cette comédie-là. C'est quand même surprenant que dans un Québec catholique, de voir une ville comme Montréal, qui est réputée pour être la ville la plus ouverte en Amérique du Nord. Et c'est le contraste qui choquait beaucoup de gens, d'ailleurs. Ceux qui se mobilisaient disaient on a la réputation d'être une ville catholique, il y a des églises partout, on est très fiers d'être des catholiques, et le soir venu, la ville s'en canaille. Donc, il y avait une volonté, justement, de faire le ménage à cause de ça, par fierté catholique, par fierté nationale. Est-ce que c'est bizarre? C'est une grande ville nord-américaine à cette époque-là. C'est la métropole du Canada. C'est un des grands ports de l'Amérique du Nord. Les autorités, la police, les autorités municipales doivent gérer une économie industrielle, une grande population. Et depuis le 19e siècle, la prostitution était vue un peu comme une fatalité, là, comme quelque chose, avec toute la pauvreté, l'absence de filet social, l'hypocrisie morale, la rigueur morale, justement. Plusieurs pensaient que ça prenait une soupape, là, justement, pour empêcher aussi que les familles soient brisées. Souvent, on disait il vaut mieux qu'un homme aille au bordel une fois de temps en temps, qu'il quitte sa femme, qu'il l'abandonne. Au 19e siècle, en France, il y a un théoricien qui s'appelle Parent du Châtelet, qui va être le théoricien de la prostitution en France, qui est un médecin, en même temps un spécialiste de l'hygiène, et qui va dire les bordels servent d'égout séminal.
Ça sert d'égout aux passions violentes. Et donc, ça prend ça. C'est une sorte d'institution de la ville moderne. Et ça, c'était l'approche française. Donc, moi, ma théorie un peu, c'est que les autorités vont être sensibles à cette conception française de la prostitution, plus que les autorités des villes anglo-américaines. Et on ne sait pas si les femmes qui se prostituaient étaient victimes d'une forme d'esclavage. Est-ce qu'il y avait une traite des femmes à cette époque-là? Et ça, c'est la grande théorie des abolitionnistes, la grande théorie des croisés de la moralité que j'ai étudiée, c'est-à-dire que ces femmes-là n'étaient pas disons, des femmes de mauvaise vie, des femmes débauchées qui avaient choisi cette vie-là, mais qu'elles étaient des esclaves du crime organisé. Par contre, dans les faits, c'est probablement pas aussi clair que ça. Les femmes qui rentraient dans les bordels, souvent, ils rentraient volontairement. Le plus souvent, ils rentraient volontairement. Après ça, elles pouvaient être exploitées. Une autre historienne, André Lévesque, a vu que, par exemple, il y avait à peu près 50 du revenu d'une prostituée qui travaillait dans un bordel qui allait à la patronne. Donc, la prostituée ne touchait que 50 de l'argent qu'elle gagnait. Elle était aussi endettée par toutes sortes de services qu'elle était obligée d'acheter à la tenancière, par exemple au niveau des vêtements, du maquillage, etc. Donc, elle était un petit peu emprisonnée ou en pension. Elle ne pouvait pas sortir de la maison pendant la journée, etc. Ses mouvements étaient un peu contrôlés sans être une esclave telle qu'on le présente souvent quand on parle de la traite des blanches, là, qui est le vieux terme pour parler de cet esclavage sexuel-là. Il y avait des formes d'exploitation assez claires, là. Vous parlez aussi de préoccupations hygiénistes à cette époque-là. On sait que Montréal était le carrefour portuaire et ferroviaire du nord-est de l'Amérique. Donc, c'était un lieu de rencontre et il y avait énormément de soldats de partout dans le monde, surtout des soldats anglo-saxons, qui se retrouvaient à Montréal et qui fréquentaient le Red Light. Et il y a eu tellement on lit dans votre livre, il y a eu tellement de maladies vénériennes que ça mène à la fermeture du Red Light de Montréal en 1944. Assez vite, l'armée va se rendre compte que les taux de maladies vénériennes sont faramineux. Et donc, l'armée se rend compte qu'elle perd plus de jours de travail à cause des maladies vénériennes qu'à cause de la grippe et du rhume réunis. Donc, vraiment, ça devient un enjeu même au niveau de la main-d'œuvre dans l'armée. Et il y a l'inquiétude que lorsque les soldats vont retourner à la vie civile après la guerre, ils risquent de répandre la syphilis et les maladies vénériennes dans la population canadienne, ce qui va détruire des familles. À cette époque-là, la syphilis était encore incurable. On n'avait pas... C'est l'époque où se développent les antibiotiques, mais c'est encore au tout début. Donc, c'était une maladie qui était difficile à traiter et qui pouvait mener à l'aliénation mentale, à des maladies mentales, à une dégénérescence, comme on disait à l'époque, vraiment très forte. On disait, chez les moralistes et chez les médecins hygiénistes, on disait que la majorité des aliénés qu'on trouvait dans les asiles étaient des victimes soit de l'alcoolisme et surtout des maladies vénériennes. Donc, vraiment, il y a une panique au sujet des maladies vénériennes pendant la guerre qui va faire que l'armée va dire à un moment donné aux autorités municipales, là, arrêtez de rire de nous, vous allez fermer les bordels, sinon on interdit Montréal à la troupe. Et donc, un peu comme par magie, un mois après cette mise en demeure-là, tous les bordels du Red Light ont fermé le même soir ou dans la même journée. Et pendant un certain temps après ça, il n'y aura pas de Red Light. Il va y avoir des réouvertures discrètes, mais il y a un grand coup qui est mené à ce moment-là. Les bars étaient légaux, les maisons de jeu étaient interdites, les bordels étaient interdits en principe, et il y avait une tolérance policière, c'est-à-dire qu'il y avait même une collaboration policière, mais pour que cette collaboration policière fonctionne à l'échelle de la ville, il fallait qu'il y ait un niveau de corruption à tous les échelons de l'appareil municipal. Ça, c'est exactement ce que les réformateurs vont dire. À partir du moment où il y a une fermeture à l'unisson
du red light, c'est une sorte de révélateur extraordinaire qu'avant ça, il y a eu une sorte de coordination et probablement qu'il y a eu un mot d'ordre qui est passé des autorités au monde interlope, au crime organisé. Et donc, cette fermeture du red light-là va être le coup d'envoi des premières campagnes de moralité de l'après-guerre. Donc, dès 1944, il y a un premier groupe qui se mobilise, qui s'appelle la Ligue de vigilance sociale, qui est une sorte de groupe interconfessionnel avec autant des catholiques que des protestants, des anglophones que des francophones, des juifs, en fait des membres de toutes les dénominations religieuses de la ville qui se liguent ensemble pour demander aux autorités de réprimer sérieusement la prostitution, le jeu. Comme la prostitution semble un petit peu moins vive à cause de la fermeture du red light, on veut savoir ce qui s'est passé, on veut savoir un peu voir qui étaient les coupables de cette tolérance-là, mais il y a aussi toute la question du jeu. Les maisons de jeu, elles, n'ont pas été fermées avec la même rigueur que les bordels. Et dans l'après-guerre, de 44 à 46, il y a vraiment toute une inquiétude au sujet des maisons de jeu à Montréal qui semblent faire des affaires d'or, où des soldats vont perdre ce qu'ils ont gagné pendant la guerre, où les ouvriers vont se ruiner, etc. Donc, il y a toute une inquiétude au sujet des maisons de jeu. Est-ce qu'on pourrait croire que la Ville de Montréal avait besoin du vice pour se financer? Parce qu'on sait que l'économie de la Ville de Montréal a été très précaire. La Ville a été mise en tutelle 2 fois au moins, avant les années 50. Oui. Une fois en 18, si ma mémoire est bonne, une autre fois en 1940. Le vice comptait pour quel pourcentage de la vie économique à Montréal durant la période que vous avez étudiée? Là? En une heure, il pouvait se miser 75 000 dans une petite maison de jeu du centre-ville. Donc, 75 000 en dollars d'aujourd'hui, ça pourrait être quelque chose comme 750 000 Alors, c'est faramineux. Donc, on faisait des extrapolations à partir de ces calculs-là et on arrivait à des chiffres formidables. Évidemment, justement, avec les problèmes financiers de la ville, comme Montréal faisait beaucoup de descentes dans les maisons de jeu, dans les bordels, sans justement les fermer complètement, ça pouvait être vu un petit peu comme une taxe d'amusement qui était prélevée et qui allait justement renflouer les coffres du budget municipal. Évidemment, les autorités le présentaient jamais sous ce jour-là, mais ceux qui accusaient les autorités de tolérance disaient « c'est probablement ça qu'ils font ». Et en plus, au passage, ils s'en mettent dans les poches, là. Tant les policiers que les hauts gradés de la police et les conseillers municipaux, là. Dans votre livre, on peut comprendre qu'il y a 2 grandes périodes. Il y a une période où la police est assez inefficace pour mettre fin au vice, c'est-à-dire la prostitution et les maisons de jeu, et une période où ça commence à bien aller pour ceux qui veulent en finir avec la commercialisation du vice. Avec le scandale qui éclatait depuis la guerre, il y avait probablement déjà une volonté de réforme qui commençait à se faire jour, mais c'est vraiment Pax Plante qui va changer les méthodes de l'escouade de la moralité et qui va, à partir de 1946, commencer à faire le ménage à Montréal. Donc, il va fermer, il va faire des descentes très publicisées. Donc, il fait venir la presse, les médias pour voir les descentes, pour témoigner du fait qu'on est en train de nettoyer Montréal. Il fait des descentes dans les grandes maisons de jeu, dans des bordels, dans plusieurs bordels, autant des bordels de luxe que des bordels plus modestes. Avant, la police, par exemple, arrivait dans une maison de jeu, embarquait quelques personnes, mais n'enlevait pas le matériel qui servait à faire rouler la maison de jeu. Donc, quelques minutes ou quelques heures après la descente, l'activité pouvait recommencer. Là, Pax Plante arrive avec son escouade, ils enlèvent les tableaux, ils enlèvent les téléphones, ils enlèvent tout ce qui pouvait servir à faire ce trafic-là. Lorsqu'ils font poser un cadenas sur une maison, ils le posent correctement. Donc, Pax Plante, il va à fond la caisse et fait vraiment un nettoyage très rigoureux.
à tel point que ça ne fait pas juste des heureux, autant dans la population que dans le monde interlope, c'est ce qu'on évidemment. Lit dans votre livre. On dirait que Pax Plante se fait mettre des bâtons dans les roues par ses collègues du milieu policier et politique. Par exemple, on lui donne un petit bureau qui est assez mal insonorisé, donc où il ne peut pas avoir toute la discrétion qu'il voudrait pour travailler, il est assez mal équipé et tout ça. Donc, il y a des gens, visiblement, qui ne veulent pas qu'il fasse le grand ménage. Et au bout d'1 an et demi à peu près d'activisme, comme ça, de zèle, Pax Plante se fait renvoyer. Sous un prétexte, aux yeux de plusieurs, parce qu'ils n'auraient pas respecté la discipline dans la police, parce qu'ils auraient été chercher une publicité non autorisée. Donc, il était aussi en tension avec le chef de police, le nouveau chef de police qui s'appelait Albert Langlois, qui était plus ou moins, qui n'aimait pas tellement Pax Plante. Langlois était un policier de carrière, alors que Plante était un avocat. Dans la police, des fois, on se méfie des gens qui n'ont pas gravi les échelons et tout ça. Et peut-être qu'il était jaloux de la publicité que Pax Plante allait prendre. Pax Plante en menait large aussi. Il voulait avoir l'autorité sur le taxi, sur les permis d'alcool et l'autorité aussi sur l'escouade de la moralité. Et donc, il en menait large. Et donc, vers mars 48, Pax Plante est suspendu et 2 mois plus tard, il est renvoyé tout simplement de la police. D'accord, il est renvoyé, mais ce n'est pas la fin de Pax Plante. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'appuient, il y a beaucoup de gens qui disent c'est Pax Plante qui a été le premier à réussir à faire le nettoyage. Pourquoi est-ce qu'on le renvoie? Est-ce que c'est pas un signe encore qu'il y a des gens dans les autorités municipales qui sont corrompus, qui ne veulent pas d'un vrai ménage à Montréal? Et donc, Pax Plante va préparer sa défense et avec l'aide de Gérard Pelletier, qui était journaliste au Devoir à cette époque-là, Pax Plante va écrire une série d'articles, une 60aine d'articles qui vont faire un long reportage, un long exposé choc, où Pax Plante raconte son histoire et raconte aussi tous les dessous, tous les rouages de la tolérance policière et de l'industrie du jeu, de la prostitution. Et c'est publié en feuilleton dans le Devoir. Donc, une journée après l'autre, on en apprend des belles sur la police de la moralité à Montréal. Et donc, avec cette diffusion-là, avec le scandale monte, et un comité va se former, le comité de moralité publique, pour réclamer une enquête publique, une grande enquête sur la moralité à Montréal. Si on faisait une petite chronologie de votre livre, d'abord la tolérance policière et même la collaboration policière avec le vice à Montréal. Ensuite, il y a des mouvements de la société civile, Pax Plante, l'escouade de la moralité publique qui entrent en œuvre. Et éventuellement, tout se termine avec l'élection de Jean Drapeau en 1954. Oui. C'est le début de la fin du vice à Montréal. Encore là, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. Puis, je veux dire, on ne peut pas dire que ça a été complètement aboli avec l'élection de Jean Drapeau. Évidemment, Jean Drapeau, ça faisait partie de sa politique d'avoir une police des mœurs très rigoureuse, mais il y avait quand même une industrie qui était établie. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie du sexe, ça faisait partie un petit peu de la société montréalaise. Et donc, même Drapeau n'arrivera pas à venir à bout complètement. Évidemment, la police, à ce moment-là, va être beaucoup plus rigoureuse qu'elle l'avait été dans les années 30-40. Donc, les réformes que Pax Plante avait amenées à partir de 1946 vont s'installer. Il va y avoir une police beaucoup plus, qui veille au grain à ce niveau-là. Mais si les maisons de jeu et les bordels en particulier disparaissent, c'est pas nécessairement la fin de la prostitution. La prostitution va prendre d'autres formes. On lit bien dans votre livre plusieurs dates. Et ce qu'on remarque, c'est que les enquêtes publiques, les commissions publiques reviennent périodiquement. Il y a eu un comité en 1909, ensuite en 24, ensuite en 44, ensuite en 50. Oui. Ensuite, il y en a eu dans les années 70. Oui. Éventuellement, il y a eu la commission Gomery, ensuite Bastarache et éventuellement la commission Charbonneau. Oui. Et donc, la corruption de l'univers politique, c'est un éternel retour.
C'est malheureusement, il y a un peu de vrai dans ce que vous dites. Si on regarde sur 100 ans, c'est vrai que ça vient par vagues, puis à chaque fois, il y a un mouvement de nettoyage qui a plus ou moins de succès selon les cas. Gérard Filion disait, je crois à peu près à l'époque de l'élection de Drapeau, que la lutte contre la corruption, c'était un peu comme l'hygiène personnelle. On se lave tout en sachant très bien qu'on va finir par redevenir sale. Une génération de politiciens arrive au pouvoir avec des beaux idéaux, elle travaille, elle marche droit pendant un certain temps, fait des efforts de réforme, mais au fil du temps, la corruption peut finir par s'installer, surtout quand ça fait longtemps qu'une même équipe est au pouvoir. Jean Drapeau, dans les années qui était le croisé de la moralité et qui disait que Montréal avait été nettoyé à partir de son arrivée à la mairie, Jean Drapeau, dans les années 70, avec le scandale olympique, va être aussi soupçonné, moins Drapeau lui-même que certains membres de son équipe ou certaines personnes à qui il a fait confiance, mais avec un pouvoir qui s'installe et qui s'incruste, il peut s'incruster aussi des magouilles, des réseaux de patronage. Et au fond, votre livre nous donne un peu une leçon d'histoire politique, c'est-à-dire que la corruption revient toujours en politique et pour y mettre fin, il faut congédier une partie de la classe politique et la remplacer par une classe toute neuve. Oui, ça peut être le cas. Même parfois, la pression, le fait qu'il y ait un scandale, des journaux qui s'intéressent à l'affaire, le simple fait qu'il y ait une mobilisation dans la population et des journaux qui deviennent très attentifs, qui fouillent des dossiers, va améliorer la situation, c'est-à-dire va forcer les politiciens en place, même ceux qui s'étaient laissés un petit peu corrompre ou qui avaient pris des mauvaises ornières, à commencer à marcher droit. Comme pour la commission Charbonneau, la commission Charbonneau n'est pas encore complètement terminée, mais il y a déjà eu toute une série de mesures qui ont été faites et il y a toute une vigilance nouvelle qui est apparue alors qu'elle s'était un petit peu endormie peut-être au début des années 2000.